vie, une œuvre, Tirso de Molina, par Jacques Meunier. Une vie, une œuvre, Tirso de Molina, le convive de Pierre. A-t-on plus de grâce? Donnez-moi cette main. Qu'en voulez-vous faire? La neige de sa blancheur apaisera peut-être le feu qui me brûle. Donnez-la-moi. Ne soyez pas cruel. Ne vous en occupez pas, elle a son maître. Vraiment? Ne vous ai-je pas dit que quelqu'un a des droits sur elle? Des droits, vous aimez? Un peu. D'amour? Une pointe. Êtes-vous mariée? Je m'y dispose. Vous êtes donc demoiselle? En mu. Vous êtes promise? Je l'étais. Et maintenant? Et j'ai des scrupules. Qu'attendez-vous? Comme les enlève. Qui? Un prêtre. Pour vous marier? Plus tard. Qui vous en empêche? Ma destinée. Vous êtes jalouse? Immensément. Vous avez des motifs? Très juste. Je vous vengerai. Le pouvez-vous? Pourquoi pas? Mon amoureux est un homme robuste. Il mourra. Qui le condamne? L'affront qu'il vous fait. Il peut s'amender. Alors c'est moi qui l'offense. En quoi? En vous aimant. Plût à Dieu. Il est inconstant. Comme la lune. Méprisez-le. Pour qui? Pour moi. Vous vous moquez. Si vous vous mariez et me laissez là, l'amour célébrera du même coup votre bonheur et ma mort. Il y aura requiem et alléluia. Votre grâce croit-elle que les paysans se contentent d'un amour sans honneur? Mon amour est pur. Oui, si on le lave. Enfin, est-ce que vous m'épouseriez? Sans aucun doute. Toute bruissante d'intrigues et de féconds malentendus, rebondissant sans cesse de surprises en retournements rapides, mêlant, comme dans la vie, le comique et le tragique, telle est la comédie espagnole, le genre polymorphe propre à captiver tous les publics au long de ce siècle d'or qui en fait presque deux et qui fut aussi le grand siècle du théâtre. Dès le milieu du XVIe siècle, toutes les grandes villes de la péninsule se dotent d'un corral, ce théâtre caractéristique du siècle d'or espagnol, et très vite, l'intérêt bien compris de l'Église et du pouvoir les amène à exercer sur cette activité en pleine expansion un contrôle qui ménage cependant une certaine liberté pour les auteurs d'un spectacle dont les revenus alimentent ces hospices et hôtels-dieux. Rien d'étonnant donc à ce que le mythe moderne et espagnol à l'origine, qu'est Don Juan, ait vu le jour dans cette forme de représentation populaire. À la fois illustre et secret, presque clandestin, l'auteur du Burlador de Séville et Convive de Pierre s'est, comme il convient pour un mythe, effacé devant sa création. Marc Witz. On a dit que c'était une biographie du mystère. C'est un peu vrai, mais... Un peu comme Calderon. Oui, qui est plutôt une biographie du silence. Elle est moins mystérieuse que silencieuse. On a surtout inventé beaucoup de mythes. Alors là, oui, Tirso a été un objet mythique, si l'on peut dire. On l'a fait fils d'un grand d'Espagne, fils bâtard, etc. Tout ça semble être maintenant envoyé dans, disons, dans le tiroir ou dans l'oubliette des inventions du début du XXe siècle. On sait de façon à peu près sûre, grâce aux travaux de Luis Vasquez et autres, qu'il est né en 1579, d'une famille humble, et qu'il a poursuivi une carrière monacale, pour l'appeler vraiment par son nom. Il est entré dans les ordres en 1600 très très jeune. Oui. En 1600, oui. Donc dans l'ordre de la Merci, il est né en 1579, à peu près certainement. Enfin, c'est une date que l'on peut affirmer. Donc à l'âge de 21 ans, voilà. pratiquement. Et qu'il a suivi une carrière monacale sans histoire particulière, je veux dire. Il a gravi progressivement les échelons dans cette fonction, avec des hauts et des bas. Il a quand même été un personnage important dans un certain nombre de ces provinces, puisque c'était le nom qu'on donnait aux divers départements de l'ordre, l'ordre étant l'ordre de la Merci, qui avait pour charge de racheter les cautivos, les captifs, entre autres choses. Il a une vie sans histoire, en fait. Il a fait les deux ou trois... Mais très itinérante. Très itinérante au sein de la Castille, c'est-à-dire il a vraiment été quelqu'un qui a voyagé d'un couvent à un autre, avec des fonctions diverses. On ne lui connaît véritablement qu'un voyage hors d'Espagne aux Amériques, dans la fin de la deuxième décennie du XVIIe siècle.
Et l'événement, si l'on peut dire, qui est véritablement important, encore qu'il ait été, à mon avis, beaucoup grossi dans ses conséquences, c'est 1625. Oui. L'interdiction. Il y a une interdiction, il y a une junta de reformation, à l'époque où Olivares a pris le pouvoir. Ils veulent moraliser un peu un certain nombre de choses, et là, on lui interdit d'écrire, et on l'exile même, sur le papier. Car si on regarde sa vie, après, on s'aperçoit que l'année suivante, il écrit une pièce, qu'il publie la première partie de ses pièces, qui ne perd aucun crédit dans son propre ordre, puisqu'il est chargé d'écrire l'histoire de l'ordre de la Merci, et qu'on lui confie au fur et à mesure des fonctions importantes. Donc c'est un impact, si vous voulez, idéologique fort, mais peut-être pas dans la réalité de la vie de Tirso de Molina. Il écrira, c'est vrai, peu de pièces. Oui, après, il semble avoir respecté quand même l'interdiction. Je ne pense pas que ce soit dû à l'interdiction, c'est dû à un tournant dans sa vie elle-même, enfin dans son évolution, qu'on peut mesurer par exemple dans la différence qu'il y a entre ces deux œuvres romanesques, les Cigarrillos de Toledo, écrite vers 1621 et publiée en 1624. Qui est une miscellanée en prose. Une miscellanée en prose avec beaucoup d'histoires, on pourrait appeler profanes, disons. Profanes, des burlas, des bourles justement. Dans le Timido Palais. Dans le Timido Palais, qui est une pièce intégrée. Et puis le Delitar Aprovechando, qu'il écrit une dizaine d'années après, à peu près, 1632, publié un peu plus tard, qui est une œuvre beaucoup plus moralisatrice, qui est un peu une tendance de Tirso. S'il s'éloigne du théâtre, c'est sans doute par une évolution intérieure, encore qu'il ait été amené à écrire un certain nombre de pièces, disons, après 1625. Il a écrit une trilogie importante. Mais plutôt des pièces, disons, de nature épique. Épiques, voilà. Les Esquinas de Portugal aussi, qui sont consacrées à l'épopée, si on peut dire, de la naissance de la nation castillane. Les armes du Portugal. Portugaise, et voilà. Et donc, on ne peut pas dire vraiment que c'est l'interdit de ce décret qui ait changé les choses. Elle a simplement rencontré un Tirso en voie d'évolution qui, comme Lope, comme Alarcón, comme Guillén de Castro, cesse d'écrire au rythme auquel ils avaient écrit antérieurement. Il y a un tournant incontestablement qui permet de parler de deux générations, en fait, de tournant entre deux générations qui situent aux alentours des années 1625. L'agréable suspens de la pièce dont on a parlé, le jeu approprié des acteurs, les riches costumes des personnages et la variété des péripéties firent si bien passer le temps que, malgré les 3 heures de la représentation, on ne lui trouva d'autre défaut que la brièveté de sa durée. Du moins, cela fut-il le cas de ces spectateurs impartiaux qui étaient venus là plus pour se délasser l'esprit avec ce divertissement poétique que pour y exercer leur censure. Car d'autres, tels frelons allant piller auprès des abeilles laborieuses, cela même qu'ils ne savent produire, n'eurent de cesse de faire des leurs, et tout bruissant de médisance, de mettre à sac le miel délicieux offert par le talent. L'un prétendit que la pièce était trop longue, l'autre qu'elle était impropre. Il y eut même un pédant féru d'histoire pour affirmer qu'il fallait châtier un poète capable d'avoir, contre les annales du Portugal, et pour le plus grand des honneurs de la maison d'Aveiro et de son chef suprême, fait un berger du duc de Coimbra, mort en réalité sans héritier à la suite d'une bataille livrée contre lui par son neveu, le roi Alphonse. Tandis qu'il peignait les filles de ce même duc comme des personnes si délurées que, contre toutes les lois de la bienséance, le secret d'un jardin servait d'abri à leur dévergondage. Comme si les licences d'Apollon ne permettaient rien d'autre que de reproduire l'histoire sans laisser le talent feindre, à partir de personnages historiques, des constructions imaginaires. Parmi les nombreuses imperfections de la pièce, dit un fat, naturel de Tolède, nul qui pousse plus à bout ma patience que de voir avec quelle liberté le poète a passé outre les limites et les lois que le talent de ses premiers inventeurs avait fixées au commencement du poème dramatique. Car celui-ci ne se peut constituer que comme une action qui se déroule, début, milieu et fin, en 24 heures tout au plus, et sans changement de lieu. Or, ne nous a-t-on pas servi plus d'1 mois et demi d'aventures amoureuses,
Sans compter que, même dans ce laps de temps, il est invraisemblable qu'une dame noble et avisée consente à tomber aveuglément amoureuse d'un berger, à en faire son secrétaire, à lui faire connaître sa passion au moyen d'énigmes, et, pour couronner le tout, à suspendre le sort de son honneur à la hasardeuse décision d'un homme de si basse extraction que, de la vie commune, il n'avait pour tout blason que ses sabots, pour tout manoir qu'une cabane, et pour tout vassau qu'un pauvre troupeau de chèvres et de bœufs. Je ne dénoncerai pas l'ingénuité de Serafina, par ailleurs présentée comme des plus avisées, et qui, sans chercher à savoir plus loin que ce que lui dit Antonio de l'identité de l'original, tombe amoureuse d'un portrait qui n'est autre que le sien propre, et consent à une vilainie indigne de la plus roturière des beautés, à savoir que, dans le noir, elle ouvre sa porte à une personne à qui la simple lumière d'une chandelle eût valu châtiment et honte. Outre que j'ignore pour quelle raison l'on peut donner le nom de comédie à une pièce qui a comme personnage des ducs et des comtes, lors même que le plus haut rang des personnes admises dans le genre comique est celui de citoyens, de patriciens et dames d'une condition moyenne. Notre pernicieux argumentateur allait poursuivre lorsque, lui coupant la parole, Don Alejo, l'organisateur de ces festivités et à ce titre chargé de les défendre, lui fit cette réponse. Le peu de raison que la vôtre, non seulement à cause de l'obligation que la politesse fait aux convives de ne pas décrier qui l'invite et de ne pas dire du mal des plats qui lui sont servis, pour mal apprêtés qu'ils soient, mais parce que la présente pièce répond aux règles qui sont désormais en usage. Tirso de Molina, les vergers de Tolède. Alors de ce point de vue-là, Tirso peut être considéré comme un passeur en quelque sorte, ou une transition, bien qu'il ait lui-même une personnalité bien constituée, bien marquée, entre Lope de Vega, la comédia, et disons le caractère peut-être plus grave et tragique de Calderón. C'est un passeur. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout de votre phrase, mais c'est un passeur, c'est sûr. C'est d'abord un disciple de Lope de Vega qui se reconnaît comme tel. Il y a toute une histoire sur les querelles entre Lope de Vega et Tirso, mais globalement, du point de vue de la théorie dramatique, il y a une admiration très certaine de Tirso pour Lope, et inversement d'ailleurs, et c'est vraiment un disciple de Lope de Vega qui, plus que Lope de Vega encore, a comment dirais-je, théorisé sur la comédie. Dans les Cigarros de Toledo, justement, à propos du Vergonzoso en Palacio, il y a une page très célèbre qui demeure le cœur, si l'on peut dire, de la doctrine extrêmement peu étendue en texte des théoriciens de théâtre. Donc c'est bien un disciple de Lope de Vega, incontestablement, dans la théorie, dans la pratique aussi, notamment au niveau des comédias au sens français du terme, c'est-à-dire des comédies comiques, où incontestablement il hérite un certain nombre de schémas comiques de Lope de Vega. C'est incontestable. Bon, je ne sais pas, le schéma ultra classique de la jeune femme, de la jeune génération, triomphant de la vieille génération pour accomplir ses amours, si on peut l'appeler comme ça, est hérité de la Cero de Madrid, se retrouve dans Marta la Piadosa, dans les Balcones de Madrid, dans tout un tas de pièces qui sont très lopesques, si on peut appeler ça comme ça. Bien, même si le traitement concret est différent, c'est bien dans le même esprit. Mais c'est en même temps, c'est important, quelqu'un qui conduit à Calderón, c'est-à-dire qui, dans son évolution et dans sa production diversifiée, est incontestablement un annonciateur de ce que sera Calderón, non pas sur le plan tragique, justement, puisque une des caractéristiques de Tirso, on aura, je suppose, l'occasion d'en reparler, est l'évacuation, d'éviter le tragique, ou de donner un tour tragique un peu particulier aux pièces que l'on peut classer comme telles, mais aussi dans le domaine de la comédie comique, à ce moment-là, où l'on retrouve à plusieurs niveaux, à deux niveaux au moins, deux éléments qui ont incontestablement influencé Calderón. D'une part, il déplace le conflit de génération, ce n'est plus un conflit de génération dans des œuvres comme la Celosa de sí misma, la jalouse d'elle-même,
c'est un conflit intergénérationnel entre jeunes, et non plus des jeunes contre les pères, des enfants contre les adultes, disons, ou des jeunes contre les adultes, et dans une autre direction où il y a un resserrement spatial de l'espace dans lequel se meuvent les personnages. C'est important, par exemple, pour prendre un exemple tout simple, Los Balcones de Madrid est une des anticipations, à condition qu'elle ait été écrite avant les œuvres de Calderón, ce que je ne saurais affirmer, est une anticipation de ce que l'on trouvera chez Calderón, c'est-à-dire cette concentration spatiale qu'il y a, où un certain nombre d'éléments de la comédie naissent justement de l'étroitesse de l'espace dans lequel se meuvent les personnages, qui peut quelquefois, où je sais pas, il y a 10, 15, 20 personnages dans une seule pièce, avec les balcons, les fenêtres, les rideaux, les portes, etc., qui n'était pas une caractéristique de Lope. Il y a donc deux éléments là qui annoncent un peu Calderón, qui oriente, si l'on peut dire, la comédie vers ce que sera la comédie calderonienne. La place que méritent les pièces qui sont aujourd'hui jouées en notre terre d'Espagne, si on les compare avec celles de l'Antiquité, est incontestablement supérieure, quand bien même elle se dresse contre les normes premières des inventeurs du théâtre. Certes, ces derniers ont bien établi qu'une pièce ne pouvait imiter d'autre action que celle qui est susceptible de se dérouler en 24 heures. Mais n'y a-t-il pas beaucoup plus grand inconvénient à ce que, en un si court laps de temps, un subtil galant tombe amoureux d'une dame sage, lui fasse la cour, multipliant petits soins et galanteries, et que, sans même que s'écoule une seule journée, il l'oblige et mène ainsi ses amours que, ayant commencé à la courtiser le matin, il se marie avec elle le soir. Quel espace lui reste-t-il pour asseoir sa jalousie, clamer son désespoir, se consoler d'espoir et figurer ces autres sentiments et émois qui font tout le charme de l'amour? Et encore, comment apprécier la fidélité et la loyauté d'un amant s'il ne s'écoule un certain nombre de jours, de mois et même d'années, où soit mise à l'épreuve sa constance? Car il ne faudrait pas, sous prétexte que le premier musicien a su tirer du bruit des marteaux sur l'enclume la différence entre les aigus et les graves, ainsi que l'harmonie musicale, que les musiciens d'aujourd'hui en restent toujours aux instruments de Vulcain, ou que soient objets de blâme et non d'éloge ceux qui, ajoutant progressivement des cordes à la harpe et faisant fi du même coup de l'Antiquité dans ce qu'elle a de superflu et d'inutile, l'ont portée à cet état de perfection où nous la voyons aujourd'hui. La différence entre la nature et l'art tient en ceci. Ce que la première a institué depuis sa création ne peut être modifié. Le poirier, toujours, produira des poires, et l'ieuse, toujours, son fruit grossier. Reste que la différence des sols et la diversité des influences du ciel et du climat font souvent muter l'espèce et se former ainsi comme d'autres variétés. Sans compter que, sinon totalement, du moins en partie, le jardinier a aussi pouvoir de changer les choses grâce à l'artifice de la greffe. Si donc, dans la nature, chaque jour sont produits, grâce aux greffes, des fruits différents. Il n'y aura rien d'étonnant à ce que le théâtre, suivant ce double modèle, modifie les lois établies par les anciens et fasse une ingénieuse greffe du tragique et du comique, créant une agréable synthèse de ces deux types opposés de poèmes, et que, relevant à la fois des deux, il introduise soit des personnages illustres, comme le premier poème, soit, comme le second, des personnages plaisants et ridicules. Outre que, si l'excellence d'Échille et d'Ennius, parmi les Grecs, ou celle de Sénèque ou de Terence, parmi les Latins, ont suffi pour l'établissement de lois si vivement défendues par leurs zélateurs, l'excellence de notre Lope de Vega d'Espagne, honneur du Manzanares, Cicéron de Castille et Phénix de notre nation, est si notoirement supérieure en l'une et l'autre matière, aussi bien par la quantité que par la qualité de ses œuvres, jamais suffisamment célébrées, quoique largement soumises à l'envie et au dénigrement,
que son autorité et sa précellence suffisent pour déroger à leurs règles. Tirso de Molina, Les Vergers de Tolède. Benito Pellegrin, en 1609, paraît le fameux Arte Nuevo de hacer comedias, l'art poétique de Lope de Vega, qui en fait dresse un peu les règles de ce genre, qui est très différent de ce qu'on connaît à l'époque en France, le grand théâtre classique, dominé par l'alexandrin. Ce qui distingue, ce qui caractérise la comédie espagnole, c'est la diversité métrique. Exactement, c'est-à-dire que bien avant, il y a une querelle des anciens et des modernes qui est réglée en Espagne en 1610. En France, il faudra attendre la fin du XVIIe siècle. Et en Italie aussi, puisque même Giordano Bruno parle de théâtre dans ses œuvres et prétend qu'il est absurde de ne pas mêler les tons comme la nature, les genres, le comique, le tragique, et que c'est un artifice que de s'en tenir à Aristote. Donc Aristote, son sort est réglé à la fin, au dernier tiers du XVIe siècle, en Espagne, en Italie. Et donc Lope de Vega codifie en fait dans cet art nouveau pour faire du théâtre. La comédie, ça signifie théâtre. En ce temps-ci, dans le siècle, dans un art nouveau, c'est pratiquement le même ce que fait Monteverdi pour l'opéra, enfin Caccini d'abord, et tous les érudits de la Camerata Bardi pour l'opéra, donc codifie un art nouveau pour un siècle nouveau, donc pour la comédie qui existait déjà bien avant, donc codifié, et effectivement c'est l'abandon d'Aristote. Donc on considère qu'Aristote c'est le passé, et donc les modernes triomphent en Espagne. Alors, notamment toutes les histoires sur l'unité de temps et de lieu. Exactement, l'unité de temps, l'unité de lieu est un artifice, et donc il y a des tas de querelles là-dessus, même en France. Ça s'installe très tardivement. Il faut attendre bien le milieu du XVIIe siècle pour que ça tranche en faveur de l'unité de lieu, l'unité de ton, de genre et de temps et d'action. Donc la comédie est un genre finalement nouveau, ce qu'appelle Lope de Vega, et donc caractérisé par le mélange des genres, donc selon la nature et la variété, per troppo variare natura bella, disaient les Italiens, et donc c'est aussi la grande devise des Espagnols, dont le théâtre est caractérisé par la polymétrie, c'est-à-dire que selon la situation, selon le personnage, selon les lois évidemment du décor, c'est-à-dire les lois de la bienséance, un noble ne parle pas comme un plébéien, donc il y a un type de versification selon les situations. Et en gros, ça se résume à une versification très rapide fondée sur la grande poésie populaire espagnole qui vient du Moyen-Âge, le romance, de l'épopée, donc versifiée, mais de façon simplifiée, au vers pair, la même rime assonante. Ce ne sont pas des rimes avec des consonnes, ce sont des rimes avec la récurrence accentuelle. Et c'est codifié, c'est pour les récits. Et moi, j'ai fait des recherches parce que je suis musicien, et l'opéra, ce qu'on appellera l'opéra baroque napolitain, pas le florentin ni le vénitien de Monteverdi, mais l'opéra baroque, ce qu'on entend par opéra baroque aujourd'hui en général, c'est-à-dire avec le récitatif et l'air. Donc, c'est calqué qui naît à Naples. Donc, la Naples espagnole, c'est calqué sur la comédie espagnole de l'épopée populaire. Alors, ça donne une grande variété d'allures, évidemment, à ces comédias. Et il ne faut pas oublier que pendant longtemps, il n'y avait pratiquement pas de mise en scène. Et c'était donc la parole, son rythme, son allure, qui, d'une certaine manière, stimulait l'imagination. Ah, c'est un appel lorsqu'on voit les textes donc du théâtre populaire, parce que c'est un théâtre populaire, où tout est populaire au sens le plus large, puisque toutes les classes sociales se retrouvaient là-dedans, et donc il y a diverses entrées, divers niveaux d'interprétation. C'est un théâtre extrêmement complexe, très direct, très simple, mais aussi très élaboré et sophistiqué, selon les personnages qui parlent, les amoureux, donc le galan et la dame qui représentent la prima donna, et donc et au
aux héros du théâtre et de l'opéra traditionnel. Et il y a les personnages populaires qui sont obligatoirement inclus. Notamment le gracioso, voilà. le valet comique. Voilà, le gracioso, qui est le valet comique, mais il peut y avoir aussi la graciosa. C'est le couple de valets que l'on retrouvera. Donc Marivaux, Molière, utilise beaucoup le théâtre espagnol, Marivaux, et notamment l'opéra bouffe, qui, à mon avis, aussi est calqué sur la comédie. Ce n'est pas un théâtre psychologique, hein, c'est un théâtre d'action en général. D'ailleurs, Camus disait un grand bruit de pas. Le théâtre espagnol, évidemment, ça galope, notamment dans le cas du Don Juan, un grand bruit de pas. Et moi, je dis un grand bruit de pied. C'est l'identité de ce théâtre, le changement de versification selon les situations. Comme dans la musique, hein. Il y a, dans la musique de l'opéra baroque, il y a des tonalités qui correspondent à un type d'affect. Mais ce sont des règles, des conventions très, très puissantes, très fortes. Et le public, à tel type de versification, on reconnaît qu'on change d'affect, on entre dans la préciosité, on est dans le récit populaire, on est dans le style noble. Donc c'est un appel déjà à une écoute, à une entrée. Et évidemment, ce que vous avez dit est absolument vrai, c'est un appel au sens. Et aussi à ce qui tombe sous les sens, sous les yeux, puisqu'il n'y a pas de décor. Pratiquement, ou un décor symbolique, mais très peu. Mais on invite à voir, on invite à imaginer. Mais le texte dit. On voit aussi dans Marivaux, hein, Lope de Vega a été pillé par Marivaux, ce qui est des choses absolument merveilleuses. La jeune fille qui est amoureuse, qui l'ignore, et puis c'est celui qui est en face, donc processus de séduction, qui lui dit, mais votre rougeur, votre changement, votre trouble, vos yeux, cette brume dans vos yeux, mais vous êtes amoureuse. Je simplifie, mais c'est dans la verbalisation de l'état intérieur, ça n'est pas une psychologie. Et dans le cas de Calderon, c'est autre chose, c'est la pensée qui se pense. On est là dans un processus philosophique très fort qui n'enlève rien au côté immédiat, populaire, mais une pensée qui se pense, une réflexion qui se donne comme réflexion dans une rhétorique absolument somptueuse, mais dans les mêmes canons de ce théâtre défini par Lope de Vega. Alors, vous dites, Benito Pellegrin, que cette diversité, cette variété métrique, et finalement cette caractérisation des personnages donne à Don Juan une netteté archétypale, l'évidence rythmique de certains passages. C'est important dans la mesure où c'est un mythe. C'est un mythe, je crois. Lorsque dans ce texte, qui finalement n'est pas un bon texte, mais peu importe, le mythe entier de Don Juan est là, il est complet, et puis il y a cette évidence archétypale, ce que j'appelle ainsi, c'est-à-dire lorsque, dès le premier genre, qui est hombre ou nombre sin nombre, qui es-tu homme, qui es-tu don? Je suis un homme sans nom. Il y a le rythme, il y a l'assonance, il y a quelque chose qui vous colle. Un homme sans nom, déjà. Ensuite, lorsque Don Juan s'éveille entre les bras de la pêcheuse Tisbé, et il sort de son évanouissement, et donc, où suis-je? Ya podéis ver en brazos de una mujer. C'est ça. Je crois que cela se voit. Une femme vous tient dans ses bras. Donc, il y a quelque chose d'une netteté, d'une évidence. Il ne peut être qu'entre les bras d'une femme. Mère, amante ou Mater Dolorosa qui tient le fils mort entre les bras, l'amant, c'est pareil, c'est le même geste. Je crois que cela se voit. Et le rapport donc à la femme, je crois à la mère, profondément, même si la mère n'est pas là, une femme vous tient dans ses bras. Ya podéis ver en brazos de una mujer. Bah, c'est comme ça. Et je crois que là, il y a une force pulsionnelle donc de ce qui est maître et de ce qui est rythme, de ce qui est son, qui fait sens. Et qui devait être assez évident pour les spectateurs de l'époque, los oyentes, comme on les appelait, les auditeurs en somme. Les auditeurs, hein, et il y avait des gens qui retenaient de mémoire, hein, qui pillaient, donc ils allaient au théâtre de mémoire les Memoriones, et ils allaient présenter sous un autre nom la même pièce, parce qu'ils avaient retenu, après ils reconstruisaient, donc pour fixer les textes, c'est très 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 difficile, lorsque les auteurs ne les avaient pas fixés eux-mêmes par l'imprimerie, et c'était rarement le cas, hein. Et Lope de Vega plaisante facilement sur les pièces qu'on lui prête, hein, donc... on lui prêtait parce que c'était l'auteur à la mode, tout le monde c'était donc comment dit-on pour les chansons aujourd'hui les tubes, hein, donc les tubes, évidemment voilà, comédie de Lope de Vega, on présentait ailleurs et la foule il y avait un grand succès, donc c'était ainsi que cela fonctionnait. Mon maître, hé, monsieur, oh, il ne mourra jamais, c'est pas du possible. Oh, mon pauvre Catalino, que vas-tu devenir maintenant? Oh. Vous arrive-t-il donc l'ami de si terrible?
Qui parle ici? Une fille de pêcheur. Qu'avez-vous? Ce que j'ai, fille de pêcheur. Une grande foule de mots et une grande pénurie de biens. Il faut que je voie mon bon maître perdre sa vie pour sauver la mienne. Sans lui, c'est moi qui serais mort à cette heure. Regarde si je mens. Mais non, il respire encore. Il respire? Par où? Vous êtes bête. Il respire? Alors, laisse-moi baiser tes jolies mains, blanches comme la neige. Allez donc appeler les pêcheurs là-bas, dans cette cabane. Et si je les appelle, viendront-ils? Tout de suite, vous pouvez m'en croire. Dites-leur que Tisbé les demande. Allez! Qui est ce jeune gentilhomme? Ce gentilhomme est le fils unique du grand chambellan du roi d'Espagne. Et s'il m'aime autant que je l'aime, j'ai tout lieu de croire qu'il me fera vicomte la semaine prochaine à Séville, où nous nous rendons, et où se trouve sa majesté. Tout à votre service, belle pêcheuse. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Don Juan. Allez chercher les pêcheurs. Bon, j'y vais. Allez. Quel beau jeune homme. Brave, noble, bien fait. Allez, revenez à vous, Seigneur. Où suis-je? Voyez, dans les bras d'une femme. Hein? La mère a failli me tuer. Vous me rendez la vie. Oh, mère cruelle et douce. Une bourrasque épouvantable a renversé notre barque et c'était pour me jeter dans vos bras qui me donne abri et refuge. Me voilà tout à fait revenu de ma frayeur. Si vous aviez perdu le souffle, vous l'avez bien retrouvé à ce que je vois. À peine échappé de l'enfer des vagues, j'aborde dans votre clair paradis. Vos yeux divins m'ont fait renaître. Oh, c'est un amour bien prompt sans doute, mais songez que de mère à aimer, il n'y a qu'une syllabe de différence. Ah, vous m'avez fait bien peur tout à l'heure. Vous me faites bien aise à présent. Ah, vous êtes encore plus éloquent lorsque vous ne parlez pas. Fasse le ciel que vous soyez sincère. Vous êtes comme le feu grégeois dont parlent les marins. La mer vous a amené à moi tout ruisselant d'eau et vous brûlez. Si vous étiez privé de vie, vous êtes consumé d'ardeur. Fasse le ciel que vous soyez sincère. Oh, plutôt ciel, petite pêcheuse, que je me fusse noyée. J'aurais péri avec tout mon bon sens et non point fou de vous. Jean Santorens, concrètement, à partir de, disons, 1568, l'ouverture du Corral de la Cruz à Barcelone, qui est l'un des premiers, pratiquement tous les ans, une ville espagnole se dote d'un théâtre. Madrid, évidemment, très vite, Saragosse, Séville, évidemment, et puis Alcalá de Henares, enfin, toutes sortes de villes. Il y a une espèce de chronologie extrêmement régulière de la création de théâtre en Espagne pendant toute cette période. Oui, je ne sais même pas si on peut envisager ça en termes de chronologie immédiate. En réalité, c'est une explosion. Oui. En l'espace d'une dizaine d'années, disons 1560-1570, toutes les villes d'Espagne se dotent de théâtre, mais aussi beaucoup de ce qu'on appellerait aujourd'hui des bourgades, c'est-à-dire des villes qui n'ont que 2000, 3000 habitants, qui se dotent aussi de théâtre. Sans parler des troupes itinérantes, bien sûr. Et oui, il y a, bien sûr, lorsqu'on parle de théâtre, on parle de théâtre, de représentation théâtrale, on pense au théâtre public, aux théâtres commerciaux. Faut oublier que le théâtre, à cette époque-là, se joue partout. Il n'y a pas du théâtre qu'à l'intérieur des corrales et comedias, dans ces théâtres commerciaux. Il y a des théâtres dans les universités, dans les collèges, il y en a dans les couvents, il y en a dans toutes les fêtes publiques, il y en a dans toutes les fêtes religieuses, à l'intérieur des églises pour la Noël, à l'extérieur pour la fête Dieu. Les autos sacramentales. Il y en a, oui, sur la place publique. Il y a du théâtre gratuit sur la place publique. Il y a du théâtre payant et commercial. Il y a du théâtre de cour. Donc le théâtre est véritablement partout, pas uniquement en Espagne. On en fait dans tout l'Empire espagnol, c'est-à-dire dans toutes les possessions espagnoles extra-péninsulaires. L'Italie, Naples, par exemple. Il y a un théâtre espagnol à Naples, parce que Naples est possession espagnole.
il y en a dans les Flandres, il y en a aux Amériques. Il y a des théâtres à Lima, à Mexico, qui sont construits exactement dans les formes qu'ont les théâtres en Espagne, où l'on joue exactement les mêmes programmes, avec d'ailleurs les mêmes comédiens, puisque les troupes traversent l'Atlantique régulièrement. Le gros avantage de la comédie espagnole, également, il faut le souligner aussi, c'est qu'elle s'appuie sur une langue qui devient hégémonique dans l'Empire, qui est le castillan. Par ailleurs, très vite, lorsqu'on avance dans le XVIIe siècle, la grande noblesse, la haute noblesse, les grands négociants abandonneront, ça a été caractéristique à Séville par exemple, qui est une ville qui est en avance sur les autres villes d'Espagne dans l'histoire matérielle du théâtre à l'époque, abandonnent très vite leur loge dans les corrales et préfèrent se faire donner la comédie chez eux, dans ce qu'on appelle des particulares, c'est-à-dire des représentations privées où ils conviaient toute la troupe qui était dans la ville à un moment donné, et dans des théâtres qui pouvaient être de véritables théâtres. Ce qui fait que dans le Corral de Comedia, on a essentiellement un public, disons, de classe moyenne et moyenne supérieure. La moyenne noblesse et la petite noblesse, des artisans, des boutiquiers, mais limités à certains moments de la semaine, et alors une masse, tous les oisifs de la ville, qui peuvent être des rentiers, des oisifs par profession, qui ont des revenus, qui sont des gens aussi des professions libérales, qui sont aussi des fonctionnaires royaux, des officiers du roi, qui sont des militaires, qui sont des marins dans les ports, dans Valence, dans Séville. Un public qui est aussi, et ça il faut bien le souligner, un public très féminin. Oui, bien qu'il soit séparé, comme dans les églises, là aussi, du public masculin. Il y a un folklore, entre guillemets, une vision un peu folklorique du poulailler, ce qu'on appelle la cazuela en espagnol, c'est-à-dire la casserole ou le coquelet, comme on voudra, mais enfin, c'est tout à fait synonyme de poulailler du point de vue des connotations. Les femmes vont au théâtre, c'est avec l'Église le seul lieu où une femme puisse se rendre seule ou avec d'autres femmes avec une certaine liberté. D'autre part, dans certaines villes, comme Séville par exemple, le public féminin représente plus de la moitié du public. Un étage entier lui est réservé, dont il y a un public féminin très important, très nombreux, et très actif, entre guillemets, c'est-à-dire qui manifeste, il ne faut pas l'oublier non plus. Jean Santorance, les conditions de la représentation à l'époque étaient bien particulières et le corral, un mot que vous avez employé à de nombreuses reprises, le corral évidemment n'est pas le théâtre à l'italienne. Non, ça c'est une différence fondamentale. Ce n'est pas un théâtre à l'italienne. La meilleure comparaison serait peut-être avec les théâtres élisabéthains, le théâtre anglais, c'est-à-dire la scène en éperon du théâtre de Shakespeare, le théâtre du Globe. Mais prenons les choses à l'origine, justement. Les corrales, qui naissent donc dans le dernier tiers, dans le deuxième tiers plus exactement, du XVIe siècle, sont aménagés dans des cours intérieures
corral, c'est la signification du mot, d'immeubles d'habitation collective, qu'on appelle aussi corral de vecinos, en Andalousie, ou dans les cours intérieures d'hôpitaux, par exemple. En aménageant ces cours intérieures d'une façon très simple. Ces cours rectangulaires, généralement, qui n'ont qu'une sortie sur la rue, on les aménage en dressant au fond de la cour, à l'opposé de la porte d'entrée, du porche d'entrée, une estrade, qu'on appelle tablado en espagnol, ce qui veut dire estrade. Mais très tôt. Très tôt, qui s'avance sur la cour, à partir ou en s'appuyant sur l'immeuble qui est au fond de la cour, ou la partie de l'immeuble qui est au fond de la cour, c'est-à-dire ce qui est, en toute apparence, une maison. Qui peut servir à la mise en scène, d'ailleurs. Voilà. Finalement, tout le lieu théâtral va naître de cette coïncidence qui ne va être jamais remise en cause tout au long du XVIIe et même, on peut suivre ce schéma jusqu'au XVIIIe et jusqu'au début du XIXe siècle. C'est-à-dire que, Jean Santorens, ce schéma pas de construction, mais d'aménagement au départ, est resté par la suite le schéma de construction des théâtres et corrales qu'on a construits sur ce modèle. C'est exactement cela. C'est une scène vide, sans rideau, sans superstructure. Il y a simplement une trappe au milieu qui facilite les apparitions, symboliquement, des entrailles de la terre ou des dessous, etc. Et le fond de scène est constitué par cette sorte de maison, qui à l'origine est les maisons d'habitation qui bordaient la cour, et on va l'appeler teatro. C'est la seule partie, c'est le seul emploi du mot théâtre en espagnol à l'époque. Teatro au sens étymologique, c'est l'endroit où l'on va voir. Où l'on va voir quoi? Eh bien, des surprises, des apparitions, des élévations, c'est-à-dire des personnages qui apparaissent aux fenêtres, aux balcons, d'une façon symbolique, pour symboliser quelqu'un qui est en haut d'une maison, qui est au rempart d'une ville, qui est en haut d'une montagne, etc., à partir de ces mises en scène poétiques qui sont fondamentalement les mises en scène de la comédie traditionnelle. Ce que résumait Lope en disant qu'il ne faut pas que le poète se mette au service du charpentier. Et voilà, Lope qui, dans certains textes fameux des années 1610-1620, qui sont des introductions justement à des éditions de partes, c'est-à-dire de collections de ses propres œuvres, qu'il a fait éditer, réviser de son vivant, s'est plaint à une certaine époque de ce que justement, de plus en plus, à partir des années 1610-1620, on s'est mis à remettre en cause la scénographie poétique de la comédie, c'est-à-dire la magie du verbe et la liberté donnée à l'imaginaire de l'auditeur, pour remplacer cette magie du verbe par les artifices du charpentier et par la badauderie, je ne sais pas si le terme existe en français, ce qu'on appelle en espagnol de los mirones, c'est-à-dire ceux qui ne font que regarder béatement ce qui se passe, donc des badauds. Il s'est plaint donc de ce qu'en 1610-1620, les auditeurs aient commencé à se muer en spectateurs, justement au sens étymologique, c'est-à-dire que le public ait eu de plus en plus envie de voir se concrétiser sur scène les lieux scéniques que jusque-là il acceptait très bien de ne voir qu'en imagination. Le palais du duc d'Aveiro. Je n'y comprends rien. Je vais, je viens, je tourne, je rêve, je délire. Hier, j'étais heureuse, tranquille au moins. Tout était si simple. J'avais promis à mon père d'épouser le comte. Arrive un inconnu. Je jette un regard sur lui, par pitié. Je deviens toute pâle, je tremble, je rougis, je suis bouleversée, c'est effrayant. Je ne sais plus où je vais. Non, j'ai trop d'imagination. L'amour a beau être aveugle, insensé, absurde, je ne peux pas m'exposer pour si peu de choses à devenir la fable de la ville. Après tout, je n'ai vu ce jeune homme qu'une fois, pendant 5 minutes, entre deux gardes, alors qu'on le menait en prison. Il est impossible que je l'aime. D'ailleurs, je ne dois pas l'aimer. Car enfin, quel est mon devoir? Mon devoir est d'aimer le comte, mon futur mari. Oh,
qu'il est triste de ne pouvoir concilier le devoir et le plaisir. Tant pis, il faut à tout prix que je guérisse. Je le veux. Je guérirai. Mon père a fait sortir de prison ce jeune homme, ceci sur ma demande. Il est libre, il va donc quitter la ville. Le temps et l'absence me délivreront de cette folie passagère. Ce sont les meilleurs remèdes. Mais pourquoi les remèdes sont-ils moins agréables que la maladie? Comme il serait délicieux de rester souffrante quelques jours. Mon Dieu, avant de commencer la cure, si j'accordais à l'amour un peu de délai, est-il raisonnable d'amputer le blessé si la blessure peut guérir? N'est-ce pas une cruauté inutile? Quand le malade est brûlé par la fièvre, on lui interdit de boire à longs traits. Mais qui lui refuserait une gorgée d'eau fraîche? Une seule gorgée. Si je le faisais venir. Jeanne! Oh, je suis folle! Il est évident que je perds la tête. Si la pudeur ne vient pas à mon secours pour vaincre cette folie, je suis perdue. Allons, de la fermeté. Si je suis folle, au moins, mon Dieu, que je sois la seule à le savoir. Madame, le beau jeune homme qui était en prison et que vous avez fait remettre en liberté désirerait vous voir. Me voir? Vous avez évoqué, Marc Witz, les comédies palatines, donc qui se distinguent des comédies de palais, où ce sont finalement des gens de même stature sociale qui se rencontrent, alors que dans les comédies palatines, c'est toujours la rencontre entre un noble et un roturier, disons, oui, rapidement. On peut le dire comme ça rapidement, oui. Voilà. Et dans cette comédie, le Timide au palais, ce qui est extraordinaire, on parlait de l'art dramatique de Tirso, c'est tout de même ce qu'on pourrait appeler le dialogue de sourds. C'est-à-dire le dialogue entre des gens qui, dans le fond, se parlent sans se parler, sans s'entendre, sans s'écouter, et font passer des messages, en somme. Font passer des messages. Mais justement, ce n'est pas un dialogue de sourds. C'est ça le... secrétaire, ou qui va avoir un secrétaire, et qui conçoit pour ce secrétaire de basse extraction, du moins elle peut le croire, un amour irrésistible. Alors, dialogue de sourds, il devrait exister entre eux une surdité, mais toutes les pièces qui sont ainsi faites, il n'y en a pas énormément, mais elles sont très intéressantes, sont construites justement sur la capacité qu'ont ces personnages à trouver un langage qui ne soit pas le langage explicite parlé, parce que le décorum de la dame l'empêche de le prononcer, et la timidité de Timide au palais, la timidité du secrétaire l'empêche aussi de prononcer un certain nombre de mots. Mais ils vont trouver tout un tas de moyens qui sont théâtralement extrêmement intéressants, ce qu'on peut appeler le langage du corps. Ils vont trouver tout un tas de ruses pour pouvoir se parler, soit par des chutes, soit par un tas de signes, soit par des allusions, soit par des scènes. La scène la plus fameuse du Timide au palais, et à juste titre, la fameuse scène où la dame feint d'être endormie sur une chaise, car les Espagnols dorment sur des chaises dans la comédia, c'est comme ça. Il y a très peu de lits dans la comédia espagnole, il y a énormément de chaises, donc elle dort sur une chaise, et elle feint de rêver, et donc elle dit en rêve tout ce qu'elle ne peut pas dire dans la réalité à son bien-aimé Mileno, lequel se retrouve dans un état psychologique et émotionnel extraordinairement confus. Et donc c'est une des scènes les plus délicieuses de Timide au palais. Toutes ces comédies au palais sont justement l'invention d'un langage, d'une astuce de langage, mais il n'y a pas que ça. On peut employer, de la Venganza de Tamar reprend ce schéma, puisque Amnon, pour pouvoir obtenir, croit-il, le consentement de Tamar, lui fait jouer le rôle de la fiancée qu'il aimerait, et qu'il lui dit: ma petite sœur chérie, aide-moi parce que je suis mélancolique, et il lui fait jouer le rôle jusqu'au moment où évidemment la scène tourne au tragique. Mais donc c'est très intéressant. Tirso fait preuve là d'une inventivité, si le mot peut exister, d'une originalité extrême dans l'invention de ces langages indirects. Alors il y a aussi la mise en abîme, autre ressort dramatique intéressant, et qui se trouve d'ailleurs, dont un bon exemple est également dans ce Timide au palais. Le théâtre dans le théâtre. Le théâtre dans le théâtre, que l'on retrouve, oui. Alors on le retrouve dans la pièce que je viens d'évoquer, La Venganza de Tamar, où on fait jouer à l'autre le rôle, puisque Tamar joue le rôle de l'amante supposée, fictive totalement. Et donc il y a tout un jeu entre l'amante fictive et la sœur réelle, qui débouche bien entendu au moment où Amnon finit par dire la vérité. Il ne dit plus que je t'aime sans mettre d'autres personnages entre lui et sa sœur. Et à ce moment-là, bien entendu, sa sœur reflue, si l'on peut dire, recule épouvantée.
Et ça se retrouve aussi dans le Vergonzoso en Palacio. À côté du couple central de Mireno et de Maddalena se trouve le couple, je vais dire secondaire, mais intimement lié, indissolublement lié au premier, d'Antonio et de Serafina, la sœur de Maddalena, qui elle aussi est une actrice. Ça fait partie d'ailleurs de tout le langage de Tirso, qui est quelqu'un qui constamment dans toutes ses pièces introduit à un moment donné ou à un autre une réflexion sur le théâtre. C'est dans ce sens qu'il est plus proche de Calderón aussi, en certain sens. C'est-à-dire qu'il explicite au sein même des pièces qu'il écrit un certain nombre d'éléments de la structure théâtrale ou de son idéal théâtral, de sa théorie théâtrale. Si l'on peut Et pas dire. seulement dans les didascalies. Pas seulement les didascalies qui sont à peu près inexistantes dans le théâtre du siècle d'or, sauf dans les Comedias de Santos, où là il y avait une mise en scène très très précise, mais mise en scène sur l'organisation scénique, pour m'en parler. Je suis à vos ordres, madame, pour la leçon, si l'heure est bonne. Rien qu'à la voir, le cœur me manque. Si j'en dois croire son silence, elle ignore ma présence. Pourtant, elle est là, devant moi, la joue reposant sur sa main. C'est en vain que je m'y refuse. Il faut que je me fasse entendre comme si j'étais endormie. Je suis Don Dionys, madame. Dormirait-elle? Oui. Ah, ce serait le moment, Mireno, d'être culotté. Allons contempler de tout près l'idole qui me rend idiot. Puisque ses paupières sont closes, qu'aurais-je à craindre en approchant? Ce sont ses regards qui me blessent. Dieu, qu'elle est belle et bien finie. J'aimerais lui baiser la main. Arriverai-je au bout des doigts? Oui, si je veux. Non, je ne peux. Cette main est un reliquaire et mes lèvres ne sont pas dignes de l'effleurer. Mais je suis homme. Que signifient ces tremblements? Oh, les cœurs! Elle est endormie. J'y vais. Mais si elle ouvre l'œil, pauvre de moi, c'est trop risqué. Et si jamais à son réveil elle se souvient de mon geste, je meurs du cœur aussitôt. Non. Non, tout serait perdu et mieux vaut ce minuscule sacrifice, car mon amour est si terrible que je lui préfère mes peurs. Demeurons dans l'expectative. Il n'a pas osé s'approcher. Oh, que la pudibonderie m'énerve. Il n'est pas bien que je m'obstine à rester aussi seul ici devant son sommeil. Je m'en vais. Maintenant, le voilà qui file. Don Dionys. C'est moi qu'elle appelle? Quel réveil vif et imprévu. Eh bien, de quoi aurais-je eu l'air si je m'étais exécuté? Revenons un petit peu à la biographie, parce que il y a un élément dans ces voyages incessants qu'il est amené à faire, Tirso, donc dans le cadre de son ordre, de son activité. On dit qu'il est allé jusqu'aux Amériques. Oui. Je n'ai pas grand-chose à en dire. Si vous voulez, il n'y a pas d'incidence dans son œuvre. Tirso a été victime pendant très longtemps d'un biographisme échevelé, que ce soit chez des critiques, je n'ose le dire, féminines, mais je ne pense pas qu'il y ait une incidence véritable de sa vie. Il a simplement été accomplir une fonction. Je ne pense pas qu'il se marque une cassure. Plus important que peut-être que les voyages aux Amériques, des voyages qu'il a fait, qu'on lui prête en tout cas, au Portugal.
puisque dans le Burlador, pour revenir au Burlador, il y a tout un éloge de la ville de Lisbonne qui est très important du point de vue dramatique, du point de vue de la conception globale de l'œuvre, qui est même la base, selon moi, de la compréhension de l'œuvre. Et là, oui, il semblerait que alors si on peut formuler une hypothèse, le Burlador cet éloge était écrit à l'occasion d'un voyage de Philippe III qu'il devait faire à Lisbonne, etc., et que ça répondrait donc à un événement de l'époque qui permettrait de dater le Burlador de la fin des années 20 vers 1618-1619 à peu près. On ne sait pas si c'est lui qui a mené à bien la libération de Cervantes. Ah non, certainement pas. C'est encore un autre mythe, celui-là. Non, très probablement non. C'était un moine qui ne voyageait pas. Enfin, il n'était pas sur le front des libérations. C'était de ses collègues, si l'on peut dire. Lui, il est resté tout à fait, j'allais dire madrilène, castillan, dans l'immense majorité de son existence, comme d'ailleurs Calderón et comme une grande partie de la vie de Lope, qui a voyagé plus, mais qui sont très très madrilènes. C'est les trois étoiles de Madrid, si l'on peut dire. Alors, on ne connaît pas beaucoup de détails de sa biographie, mais on sait quand même dater les pièces, en gros. Très difficilement. Certaines, en tout cas. Sauf manuscrits signés de la main, généralement autographes, où on a véritablement le jour, l'heure, etc. Ou sauf circonstances particulières permettant de dater, il règne pour Lope, pour Calderón, pour Tirso et pour tous les auteurs de l'époque, bien entendu, un flou dans la datation extraordinaire. Donc il est très difficile, sauf circonstances extrêmement précises, de dire, par exemple, Marta la Piadosa, si j'ai bonne mémoire, est de 715, de façon très précise. Ça, on le sait parce qu'on a un élément qui permet de le dire. Mais c'est l'exception, voilà. Il faut le prendre à l'envers, c'est l'exception. On est encore très loin du domaine français où on peut suivre la vie des auteurs jour après jour. Ça échappe totalement. C'est extrêmement difficile. Alors, il y a quand même dans cette production importante, moins évidemment que celle de Lope ou Calderón, mais après tout, certaines pièces ont pu être perdues. Donc, oui, certainement, puisqu'il disait avoir écrit 400 pièces. Oui. Alors, nous en conservons 80 d'attribution, disons, sûre ou presque sûre, ce qui est très peu. Mais c'est la proportion à peu près. Lope aussi disait avoir écrit, alors lui, des milliers de pièces, et on en garde relativement peu. Donc, il y a énormément de pertes. Oui. Alors, dans cette production, différents registres, différents chants se dessinent. On vient de parler donc du chant tragique. C'est un genre où, effectivement, il a produit pas mal de pièces. Mais vous évoquiez, Marc Witz, le fait que l'élément tragique n'est jamais, disons, très souligné chez lui. Vous parlez même d'une fugacité de l'élément tragique. Oui. Dans cette production. Dès qu'on le compare à Calderón, dès qu'on le compare à un auteur classé comme tragique dans sa production tragique, il y a effectivement ce qu'on peut appeler une évacuation des éléments tragiques, c'est-à-dire ce qui caractériserait le plus l'art de Tirso de Molina, pour faire employer un mot un peu astucieux, ce serait un art de la composition. Un art de la composition dans le sens où il compose avec les éléments tragiques, si l'on peut dire, pour les atténuer, les diminuer, ou trouver des solutions, disons, de fuite. Un exemple tout à fait caractéristique, ce sont les drames paysans chez lui. Si on le compare à Lope de Vega, c'est la fameuse thèse de Noël Salomon, je n'invente rien. Si on le compare à Lope de Vega, qui lui pose les vrais problèmes tragiques jusqu'au choc et jusqu'à la résolution tragique, chez Tirso de Molina, il transforme les pièces de conflits paysans-seigneurs en pièces hagiographiques, c'est-à-dire c'est Dieu qui va intervenir pour sauver à la fois les paysans, si l'on peut dire, et à la fois les seigneurs. Donc là aussi, il va vers un conflit tragique, un conflit ouvert et qui aurait pu être extrêmement intéressant, mais trouve toujours un biais hagiographique ou divin pour éliminer l'élément tragique. Ouais. Et quand je parlais de l'art de la composition, c'est aussi un art de la composition, c'est-à-dire c'est une technique théâtrale et d'une écriture théâtrale absolument éblouissante. C'est incontestablement, je suis pourtant caldéroniste, incontestablement l'auteur qui me donne le plus de plaisir lorsque je le lis, parce qu'il a un verbe magnifique. Oui, une grande vivacité. Un esprit. Dans la description. Oui, oui. Alors, ce qui le caractérise aussi, d'après ce que disent les critiques, et c'est vérifiable évidemment à la lecture, c'est tout de même une technique plus achevée, disons, de caractérisation des personnages, et notamment de caractérisation psychologique. Grand problème que celui-là. Grand problème et peut-être faux problème, si on l'applique par rapport à Lope. Oui, par rapport à Lope. Mais la caractérisation psychologique des personnages est une catégorie théorique extrêmement difficile à manier, du moins dans le théâtre du siècle d'or, dans le théâtre du XVIIe siècle. C'est très difficile.
On évite toujours de l'employer parce que nous craignons tous de tomber dans ce qu'on appelle le psychologisme, qui est une maladie très fréquente dans la lecture critique. C'est de prêter une vie, une épaisseur psychologique à des personnages qui, après ça, se révèlent tout à fait impraticables dans l'étude concrète des textes. Je ne parlerai pas de ça. C'est encore un des mythes de la critique tirsienne. C'est pour l'opposer à Calderón, dans un certain sens, que la critique du 19e et du début du 20e siècle, en tout cas, jusqu'aux années 1950, a prêté à Tirso, justement, d'être un peu le Molière de la comédie espagnole et d'être un peintre de caractère. Un exemple tout à fait typique. On a voulu faire de Marta la Piadosa, Marthe la dévote, jeune fille qui ne l'était guère, loin s'en faut, qui donc choisit d'être dévote pour éviter de se marier avec le prétendant choisi par son père, brave homme au demeurant, mais vieux, riche et brave, et un peu bébête, un peu chocho, comme disent les Espagnols, un peu gâteux, homme charmant, mais non épousable par cette jeune donzelle, qui choisit donc de se faire dévote. Et on a voulu voir dans ce personnage qui choisit un personnage de dévot, un caractère aussi creusé, entre guillemets, que le Tartuffe de Molière. Cette comparaison n'a strictement aucun fondement. C'est simplement ignorer justement que Tirso l'utilise comme un moyen parmi d'autres, les innombrables moyens inventés par les jeunes femmes pour épouser leurs prétendants et qui peuplent les comédies, aussi bien celles de Molière d'ailleurs que celles de Tirso, de Calderón et d'autres. C'est donc un moyen employé, mais en aucun cas on ne peut attribuer à Tirso une peinture d'un caractère au sens où on l'entend dans la tradition critique française. Mademoiselle. Monsieur. Séraphine. Lorsque je suis près de vous, mon bonheur atteint un tel degré d'élévation que j'ai peur qu'il ne retombe et ne se réduise en poussière. Je vous en prie, comte, gardez vos grandes phrases. Je n'ai rien compris et vous allez me donner des vapeurs. Oh, Séraphine, ne dites pas que portant le nom angélique de Séraphine, vous ne saisissez pas l'objet et l'essence de mes paroles. Ne dites pas, oh mon ange, que vous ne comprenez pas ce que vous saisissez. D'où Jésus, quel jargon impénétrable. Je ne suis qu'un homme, Séraphine, que faire? Dieu a voulu que nous expliquions nos pensées avec les pauvres mots du langage humain. Si j'étais un ange comme vous, nous pourrions nous les communiquer sans avoir besoin de remuer les lèvres. Peut-on savoir si tous les amoureux radotent comme vous? Voulez-vous donc que je reste muet, Séraphine? Mon Dieu, oui. Je n'ai pas confiance dans un amour aussi bavard. Mademoiselle, le ciel vous a comblé de toutes les grâces, avec une générosité sans exemple. Il s'est montré moins généreux envers vous. Elle est joliment impertinente pour son âge. Eh bien, comment les trouvez-vous, mon cousin? Encore plus belle qu'on ne le dit. Je suis déjà amoureux. Vous? C'est allé vite en besogne. Mais de laquelle? De Séraphine, je crois. Je hais à mort ce comte Duarte qui lui fait la cour. Si on reprend la comparaison entre le Perro de l'Hortelano, donc le chien du jardinier, et le Vergonzoso en Palacio, le Timido Palais, deux pièces qui sont toutes les deux des pièces palatines, c'est-à-dire des comédies palatines, c'est-à-dire des pièces où l'on se rencontre dans une géographie purement fantaisiste, même si elle a des aspects de réalité parfois, de proximité, puisque le Timido Palais se déroule dans un Portugal tout à fait réinventé en tant que tel, mais quand même le Portugal. Donc ces deux pièces, si vous voulez, offrent une différence fondamentale. Elles sont toutes les deux des comédies palatines. Je dirais que chez Lope, c'est difficile à formuler comme ça, sans texte sous les yeux. Chez Lope, l'imagination est une imagination prospective, c'est-à-dire que le héros invente quelque chose pour la conquête de ses amours et finit par rejoindre le personnage qu'il s'est inventé. En ce sens, il est beaucoup plus moderne. Tandis que chez Tirso, c'est l'inverse. Tirso a une imagination rétrospective. Le héros essaie de retrouver la première caractéristique, le premier choc de l'amour, par exemple, et c'est tout à fait caractéristique. Ou, dans le Vergonzoso en Palacio, on voit Mireno, le héros. Teodoro, dans le Perro de l'Hortelano, s'invente un personnage, ou on lui invente un personnage auquel il finit par adhérer et qu'il finit par être, même si c'est des burlas. On peut discuter à l'infini sur la signification de cette transformation finale, tandis que Mireno ne fait jamais que retrouver le personnage qu'il était déjà, c'est-à-dire qu'il est le fils du duc de Coimbra, et donc digne d'épouser, du point de vue social, la belle Madalena. Alors on dit aussi de Tirso que c'est un prodigieux inventeur de personnages. Alors il est vrai que si on lui reconnaît l'attribution de Don Juan, déjà c'est oui, c'est vérifié. Sinon,
À ce moment-là, peut-être. En tous les cas, Don Juan, puisque nous revenons à Don Juan, on revient toujours à Don Juan. C'est un personnage, donc, bien sûr, qui combine en lui tout un tas d'éléments préexistants, hein, mais dont la caractéristique, si c'est ça inventer un personnage, est d'être un burlador, hein, dans la plénitude du sens du mot burlador. Un abuseur. Un abuseur, oui. Un abuseur, et non pas comme d'autres l'ont traduit par des mots très différents. Même le trompeur et tromper son public, si l'on peut dire que ce n'est pas le trompeur. Abuseur, qui était l'excellente traduction qu'avait trouvé Gonoun, si mes souvenirs sont exacts, qui a fait une édition bilingue très intéressante de Volador de Séville. C'est un abuseur, c'est-à-dire son principe d'existence et tout son personnage tourne autour de la notion que l'on trouve encore en ancien français, la bourle, hein, la bourla. Qu'on peut définir? C'est très difficile. Mais je vais, plutôt que de définir abstraitement, je vais vous donner des exemples très concrets. Tout le personnage de Tirso de Molina, donc du burlador, est construit sur le prestige que recherche ce jeune noble, très haut dans la noblesse. C'est le fils, on pourrait dire, si on veut faire une comparaison contemporaine, du Premier ministre, hein, du privado du roi, c'est-à-dire c'est véritablement le haut du panier de la noblesse, qui se trouve en situation d'inactivité, si on peut appeler ça, hein, de l'oisiveté, et qui donc va essayer de trouver, puisqu'il ne peut plus faire la guerre, nous sommes dans une période de paix en Espagne à l'époque, la trêve des 12 ans, va se trouver dans cette période d'inactivité en train de rechercher la gloire. Comme il ne peut plus l'obtenir par les armes, il va l'obtenir par le vol, par la tromperie de l'honneur des autres. Et c'est pour ça qu'il emprunte la voie de burlar las mujeres, qui est sa définition. Il se définit lui-même comme quelqu'un qui burla a las mujeres, qui abuse des femmes, c'est-à-dire qu'il leur prend leur honneur en les trompant. Ce qui l'intéresse chez les femmes, c'est leur honneur. Mais il se fait souvent passer pour d'autres, d'ailleurs. Il se fait passer pour d'autres, tout ça. Donc toutes les ruses et toutes les combinaisons sont possibles, mais la femme en tant qu'objet érotique, ne l'intéresse pas. Je parle de l'œuvre de Tirso de Molina, hein, soyons bien clairs. Ne l'intéresse pas. Donc on peut affirmer de façon très nette que le burlador n'est pas une pièce sur le désir et sur sa multiplicité, je veux dire, à la moderne ou à la contemporaine. C'est pas du tout ça, absolument pas. C'est pas non plus un bandit, c'est pas non plus un pêcheur, un pénitent comme on en trouve. Ni même un véritable mécréant comme le Don Juan de Molière. Oui, si on peut appeler le Don Juan de Molière un mécréant, ce qui dit ça. Mais il n'a pas cette dimension justement d'esprit fort et d'esprit d'opposition au système. Il est dans le système. Il ne le remet absolument pas en cause. Ce n'est pas un rebelle. C'est simplement quelqu'un qui cherche à exister, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et qui ne trouve d'autre lieu d'existence que la conquête de l'honneur, qu'il poursuit pendant 2 actes à travers les femmes. Et ces femmes sont donc l'objet de sa gloire. Et il s'appelle lui-même Elector de Sevilla, et il trouve ça dans tout un tas de bourles qu'il fait aux femmes, ou à d'autres personnages d'ailleurs, puisqu'il va burlar, entre guillemets, un de ses meilleurs amis, le Marqués de la Mota, en lui prenant, justement, en tentant de lui prendre sa future fiancée. Donc, si vous voulez, c'est pas la femme en tant que telle qui est l'objet, donc il essaie de tromper pour conquérir. Et c'est pour ça, et c'est fondamental, qu'il passera dans la pièce de ce schéma tromper les femmes ou abuser les femmes à se moquer, se gausser du commandeur. Il va trouver enfin un jour, au terme de son périple féminin, si l'on peut dire, puisqu'il fait tout le monde en 4 femmes, hein, c'est le schéma de Volador de Sevilla, il fait tout le monde en 4 femmes, il va trouver au terme de la 4e femme, qui lui échappe d'ailleurs, Anna de Ulloa, son père, le commandeur, qu'il tue, et à ce moment-là, il va, par le passage d'un système de bourle à un autre système de bourle, l'autre sens du mot bourle, qui est non plus la bourle de tromperie, mais la bourle de moquerie, il va se sentir d'un seul coup, il va trouver un ennemi à sa taille, et il va affronter le commandeur. Et c'est dans ce combat entre les 2 seigneurs, les 2 grands seigneurs, l'un représentant la vertu et l'avenir, si l'on peut dire, de la conquête du Portugal, l'autre représentant le vice, mais il faut évidemment savoir lequel, et, j'allais dire, le passé de l'Espagne. C'est dans ce choc entre les 2 chevaliers que va se situer ce dénouement exceptionnel qui explique la future fortune du mythe de Don Juan. C'est-à-dire, c'est un très grand personnage, un très grand seigneur, qui est empli de valeur, de courage, brillant, astucieux, intéressant, intelligent, séduisant plus que séducteur. Donc quelqu'un qui est plein et que recueillera parfaitement Molière, justement. Il va lui garder ce côté
séduisant, il va en faire un séducteur, ce qui n'est plus du tout la même chose. Il va changer le sens du mythe. Mais c'est là qu'on peut trouver la racine, véritablement, de la future fortune, je crois, de cette grandeur de ce personnage qui fuit tout le temps, sauf au moment où il rencontre le commandeur, et changeant, en ayant enfin trouvé un objet, s'il triomphe du commandeur, quelle gloire, quel exploit. Et donc, il trouve chez le commandeur la source même d'une espèce de résurrection, si l'on peut dire, du fait de trouver un ennemi à sa taille et de pouvoir s'affirmer enfin, d'exister enfin en tant que grand noble, accomplissant sa valeur. C'est moi. Je suis mort! Non, c'est moi le mort. N'aie pas peur. Je ne croyais pas que tu viendrais, Don Juan. Toi qui mens à tout le monde. Me prends-tu pour un lâche? Oui, je t'ai vu t'enfuir la nuit où tu m'as tué. J'ai fui pour ne pas être reconnu. À présent, me voici. Dis ce que tu me veux. Je t'invite à souper. Mais il nous faudra nous passer de table et nous contenter de viande froide. Je ne vois pas de cuisine. Soupons? Oui, soupons. Mais il faut que tu soulèves cette dalle. Volontiers. Si tu veux, je soulèverai ces piliers. Tu es brave. Je ne connais pas la peur. Don Juan soulève la dalle d'un tombeau. Apparaît une table dressée de noir. C'est une table de dîner. Personne ne fait donc jamais le ménage ici. Assieds-toi. Où cela? 2 pages noires apportent des sièges. On dirait que la mode est aux crêpes par ici. Assieds-toi. Moi, Seigneur, c'est que j'ai déjà dîné. Ne réplique pas. Je ne réplique pas. Oh, mon Dieu, tirez-moi de ce pas. Quel est ce plat, Seigneur? Ce plat, des scorpions et des vipères. Oh, c'est exquis. C'est notre ordinaire. Tu ne manges pas? Je mangerai tous les serpents de l'enfer si tu me les servais. Je veux aussi t'offrir un concert. Quel est ce vin? Goûte-en. Cela tient du fiel et du vinaigre. C'est le vin de nos pressoirs. Par le Christ, je n'aime pas ça. Si j'ai bien compris ce qu'on chante, c'est de nous deux qu'il s'agit. Un froid glacial me pénètre le cœur. Quel est ce ragoût? Il est fait d'ongles noirs. Des ongles de tailleur, sans doute. J'ai fini de souper, qu'on desserve la table. Donne-moi la main. N'aie pas peur. Moi, peur. Ah! Ton feu me brûle! C'est peu de choses auprès des flammes qui t'attendent, Oh, Don je Juan. brûle, ne me retiens pas! Les desseins de Dieu sont impénétrables. Percerai de ma dague! Sache-le, tes fautes. Il veut que tu les expies de la main d'un mort. Hélas, mes coups ne frappent que le vide. Oh. Telle est sa loi. Chacun paiera selon ses actes. Je n'ai pas dupé ta fille, elle avait déjà découvert ma ruse. Il m'importe, tu l'avais tenté. Laisse-moi appeler un confesseur qui m'absolve de mes péchés. Trop tard. Il n'est plus temps d'y penser. Oh, je brûle, je m'embrase. L'histoire reposerait malgré tout sur une légende qui courait les patios et les rues de Séville concernant un vrai Don Juan Tenorio. C'est d'ailleurs une très ancienne famille de Séville. Oui. Le personnage historique a existé. Hein. C'était le favori du roi Pierre le Cruel pour les uns, le justicier pour l'autre aussi. Voilà un roi et bon qui était célèbre pour ses faits et méfaits, notamment aujourd'hui on dirait viol de femmes. Hein. Et donc
il semblerait qu'une nuit, il ait voulu violer, enfin, entrer dans ce qu'il est pénétré par effraction dans la chambre de, certains disent la femme, d'autres disent la fille du commandeur de Ulloa, que le père intervenant, la malheureuse ou ayant le tort de se mettre à hurler, dont le père vient et combat et le commandeur est tué par Don Juan. Et comme c'était le protecteur d'un couvent de dominicains, dit-on, les dominicains c'est l'Inquisition, hein. Donc il semblerait que Don Juan ait été assassiné par la famille, peut-être, les amis, les alliés, sûrement, et qu'on l'ait retrouvé dans le couvent au pied de la statue du commandeur, qui était le protecteur du couvent. Et à partir de là, évidemment, c'est le mort qui s'est vengé. Mais il y a d'autres légendes qui se greffent, et d'autres mythes très anciens. C'est Jupiter qui se déguise pour séduire, hein, un aigle pour Ganymède, donc un cygne pour Léda. Donc voilà, c'est cela. Donc un pluie d'or pour Danaé. Et il y a aussi des légendes, le mort qui revient, ça existe dans beaucoup de traditions celtiques aussi, dont le mort qu'on invite, ça semblerait vers la Toussaint. Une place qu'on réserve. Plusieurs éléments dans ce mythe. Oui. Oui, bien sûr. Et il y a peut-être l'ogre, la voracité de Don Juan aussi, de côté ogresque un peu. Marc Witz, pourquoi parlez-vous d'un mythe géographique à propos du mythe de Don Juan? Effectivement, j'ai dit ça. Oui, mythe géographique, parce que si on regarde, c'est un élément important, un des moins étudiés en définitive de la comédie en général et qui demanderait à être creusé. Mythe géographique, car si on regarde la comédie dans son déroulement géographique, il y a un sens. La comédie ne commence pas n'importe où et ne s'achève pas n'importe où, ce qui était le libre choix absolu de Tilso. Ça, il ne l'a pas trouvé dans ses sources. Il l'a fait commencer à quel endroit? À Naples. C'est-à-dire à l'est, par rapport à l'Espagne, bien entendu. Je ne situe pas Naples à l'est, bien sûr, mais par rapport à l'Espagne, c'est sûr. Et donc, on a un chemin qui est parcouru par Don Juan dans ses diverses aventures. Naples, puis arrivé en Espagne à Tarragone, sur les plages de Tarragone, là où il a son deuxième aventure féminine avec Thisbé. Il faut rappeler que Naples, c'est la duchesse Isabelle, donc quelqu'un de la société, de la haute société, mais avec tout le côté italien, ce que ça pouvait signifier à l'époque. Puis il arrive avec une personne de la basse société, Thisbé, à Tarragone. Puis il arrive à Séville, donc il va toujours de l'est vers l'ouest, de la Méditerranée à l'Atlantique. Si on regarde les deux mers, et c'est un thème que précisément on le retrouve dans la fameuse description de Lisbonne, la présence des deux mers confrontées l'une à l'autre. Il revient vers Séville, et à ce moment-là, essaie de conquérir Anna de Ulloa. Il fuit, il tue le commandeur, troisième femme donc, haute noblesse, et quatrième femme enfin, lorsqu'il décide de partir de Séville, en quelque sorte pour se cacher, il va dans la propriété familiale, pour l'appeler comme ça, des Dos Hermanas, et là il rencontre un quatrième personnage. Mais Dos Hermanas est une rupture, c'est un retour vers l'Est. Au lieu de continuer sa ligne qui le conduit de l'Est vers l'Ouest, il arrive à Séville et retourne vers l'Est en allant à Dos Hermanas. Or, la voie vers l'Ouest venait de lui être ouverte par le commandeur. Le commandeur, dans la pièce, représente justement quoi? Lisbonne. Lisbonne, c'est quoi? C'est, dans la métaphore de la pièce, la conquête ouverte aux nouveaux soldats, aux jeunes soldats de la péninsule. La reconquête espagnole vient de s'achever. Nous sommes dans la période post-reconquête dans la pièce, bien entendu. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il confronte la fin d'une conquête, c'est-à-dire le moment de la paix qui est arrivé en Castille avec l'inactivité de la noblesse, avec l'horizon de la conquête portugaise ouverte. Et on voit donc, c'est un mythe géographique dans la mesure où il rompt son itinéraire d'est en ouest, qui s'ouvrait à lui. S'il avait été vers l'Atlantique, il aurait échappé à ses péchés sans trop de gravité, bon, pas non plus exagérer, ses premières conquêtes, et il aurait pu par conséquent
à ce moment-là, se faire une nouvelle virginité héroïque, si l'on peut dire, dans la conquête du Portugal, en partant sur les bateaux qui attendent à Lisbonne, justement, les conquérants. Donc, en ce sens-là, c'est un mythe géographique. Et si on prend le Criticone, qui est un roman postérieur, on s'aperçoit qu'il est également construit selon une ligne géographique aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention aux itinéraires. À une époque où l'Espagne a tout conquis, elle est aux quatre coins cardinaux de l'univers, du Japon, du Canada jusqu'à la Terre de Feu, donc dans toute l'Europe, dans l'Espagne et partout, tout est conquis. Il n'y a plus rien à conquérir, c'est un héros sans emploi, comme dirait Claudel. Il y a aussi, ce qui je trouve extrêmement séduisant aussi, le côté de non simplement de gaspiller des signes de gaspillage que l'on sont des signes du baroque, c'est que il est de Séville, c'est la capitale de monde, c'est la ville la plus riche du monde à ce moment-là. C'est une ville absolument extraordinaire, donc qui reçoit l'or des Amériques. On ne pense qu'à conquérir. L'Europe, on le voit, et l'Espagne est le même s'il va sombrer très vite dans la décadence, peu importe, plaque un système de mondialisation, de rentabilisation. Après la découverte, c'est la conquête, et c'est une rentabilisation qui pose déjà les prémices de la capitalisation, du capitalisme international, c'est rentabiliser ce que l'on a construit. Et lui ne rentabilise rien. Il conquiert, mais dans la gratuité absolue. Et qu'est-ce qu'il conquiert? Des femmes. Il conquiert des femmes. C'est-à-dire, donc, la seule chose qu'il thésaurise, c'est un nombre de la chose la plus vaine et la plus répétitive qui soit, si l'on veut, c'est le sexe. Mais évidemment, autour de cela, de la chose la plus répétitive, il y a les circonstances. C'est pas l'essence qui importe, c'est pas le fait, c'est pas la coucherie, c'est pas l'accomplissement d'un acte sexuel qui, depuis que le monde existe, c'est la chose la plus banale qui soit. C'est toute la circonstance, la mise en scène, le jeu qu'il y a tout autour, qui fait que aucune aventure n'est jamais la même, pour répétitive qu'elle puisse paraître à l'extérieur. Et donc, chaque fois, il y a cet effet comparatif, qualitatif de ce qu'il a fait, de la dernière scène, et le regard de son valet, qui est comme un miroir qui lui renvoie justement sa propre gloire. Benito Pellegrin, vous dites que la séduction est la courtoisie du désir, et en ce sens, on voit bien que le mythe de Don Juan fait signe vers un dépassement de ce qu'on appelle l'amour courtois, qui était encore la règle dans les jeux de la séduction. Ah, oui, certainement. Là, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, l'amour courtois, ça a été que fondamental, ce qu'on appelait la courtoisie très tard, donc le fin amors des troubadours. Puis c'était un renversement, c'est-à-dire du chevalier, qui était l'objet d'amour de la dame obligatoire. Le chevalier, le vainqueur, la brute qui avait tué au combat, qui avait tué au tournoi, parce que c'était des tournois à outrance, donc à mort, dont la grosse brute qui avait triomphé devait avoir, ça lui donnait l'entrée, je dirais vulgairement, dans le troupeau des femmes. C'est le mâle dominant qui a vaincu les autres. La courtoisie renverse cela de façon extraordinaire. C'est une révolution fondamentale dans la culture, puisque le héros n'est plus le héros guerrier, c'est le héros vaincu d'amour. C'est-à-dire que c'est le héros qui va laisser parler sa sensibilité et non point son animalité, non point le désir. Le désir sera ici justement enrobé par des formes extrêmement subtiles qui vont se raffiner par le troubadour, mais c'est la dame qui mène le jeu. Ça n'est plus l'homme-objet admiré par la femme, mais qui est à ses pieds, parce qu'il a gagné en conquête. C'est celui qui triomphe dans le tournoi. Ici, c'est au contraire, c'est la dame qui est mise sur un piédestal, et c'est elle qui va régler le jeu de l'amour. Elle donnera une récompense à celui qui pleure le plus, qui gémit le plus, qui offre le plus de garanties de cette nouvelle, de cet avènement qu'ont causé les femmes de la sensibilité masculine, qui jusque-là on n'a pas de traces. Mais donc, elle est la maîtresse du jeu, c'est ça la maîtresse. Et son chevalier devient un chevalier servant, le cerf d'amour. Et c'est elle qui donnera la récompense, le guéredon, qu'elle voudra bien donner. Ça peut être le don total, c'est pas forcément l'amour chaste, ça peut être symbolique, mais donc c'est une façon extrêmement
aujourd'hui qu'on reconnaît comme féminine, mais qui de différer le désir. Évidemment, le désir de l'homme va vers l'accomplissement, va vers le fait. Et là, la femme va faire intervenir une médiation, temporiser avec le désir de l'homme, raffiner le désir de l'homme par le sentiment. Et donc là, c'est quelque chose de fondamental dont nous héritons. Et dans le cas de Don Juan, il emploie toutes les tournures donc courtoises et les plus esquises pour séduire les deux paysannes. On le voit à l'œuvre, hein. Le dialogue est très beau entre Don Juan et Thisbé, mais c'est un détournement, bien sûr, de ces formes-là. Après tout, les femmes ont inventé pour se protéger des hommes, sans doute, la courtoisie. Elles mènent le jeu, il entre dans le jeu, mais il le détourne à son profit. Donc, retourne les armes contre les femmes. Une vie, une œuvre. Tirso de Molina, le convive de Pierre, par Jacques Munier. Avec Marc Witz, professeur à l'université de Toulouse et co-traducteur du théâtre espagnol du XVIIe siècle en Pléiade. Jean Santorens, professeur à l'université de Bordeaux. Et Benito Pellegrin, professeur à l'université de Provence et auteur de Figuration de l'infini, l'âge baroque européen, aux éditions du Seuil. Et les voix de Maria Casares, Jean-Louis Trintignant, Catherine Rouvel, Roger Cogiot, Douchka, Béatrice Agenin, Roger Blin, Renaud Marie. Document INA, Martine Auger. Texte lu par Jean Bollery. Prise de son, Claude Niort et Jean-Richard Dufour. Mixage, Bernard Charon et Mathieu Leroy. Réalisation, Marie-France Nussbaum.